vivait dans une extrême solitude. Dans le tumulte des hommes et des événements, écrira-t-il plus tard, la solitude était ma tentation. Maintenant, elle est mon amie. Bonjour, mon général. Bonjour, mon général. Toujours acharné à courir après ces pauvres bêtes. Ah bah ça, la chasse quand on est mordu, hein. Un peu comme la guerre, mon général. À cette différence près qu'à la guerre, les lapins tirent. Messieurs. D'obscures jalousies avaient éloigné son aide de camp, l'influent capitaine Guy, et Claude Mauriac, son secrétaire particulier, avait proposé de lui-même, le courrier se faisant rare, que soit mis fin à ses fonctions. Chaque mercredi, toutefois, le général se rendait à Paris pour y présider le conseil de direction du RPF. Mais l'enthousiasme des débuts avait cédé la place aux rivalités, aux ambitions et aux calculs. Alors, Guichard, monsieur le chef du gouvernement, est-il de retour parmi nous? Je suppose que vous voulez parler de Jacques Soustel, mon général. Je ne vois pas qui d'autre que lui est allé traficoter avec monsieur Auriol cet après-midi à l'Élysée. Mais dites-moi, Guichard, comment vais-je devoir m'adresser à lui à présent? Va-t-il falloir que je lui serve du monsieur le président du conseil ou bien du mon cher président? Soustel a été appelé en consultation par le président de la République, mon général. Rien de plus. Oh, mais je vous demande pardon. Maintenant qu'il a goûté aux honneurs, monsieur Soustel va exiger certains égards, certaines prévenances. J'en doute fort, mon général. Eh bien, Guichard, c'est que vous ne connaissez pas les hommes comme je les connais. Messieurs, Focard, Malraux, messieurs, peut-on valablement discuter de nos petites affaires alors que monsieur Soustel forme son gouvernement? Le destin du pays se joue en ce moment même. Vous ne semblez pas vous en rendre compte. Mon général, vous savez bien qu'Auriol n'a nullement l'intention de nommer Soustel à la tête du gouvernement. Pas plus lui qu'aucun d'entre nous. Commencez par vous-même. Fort bien, Chaban, je vous entends. Mais alors pourquoi M. Soustel a-t-il accepté d'aller faire la tournée des chevaux de bois? Bavasser devant les micros, discourir sur les objectifs du rassemblement. Les objectifs, chacun les connaît. De Gaulle les a définis. À moins que M. Soustel ait son propre programme. Voilà qui serait intéressant. Je serais curieux de connaître le programme de M. Soustel. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je deviens? Quel poste, monsieur le chef du gouvernement, m'offrira-t-il? Le sous-secrétariat aux arts? Les sports? Ou bien peut-être puis-je espérer l'éducation nationale? Serait-il jaloux? Il semblerait. À peine sorti du bureau du président de la République, Jacques Soustel se précipita au siège du RPF sans imaginer une seconde l'accueil que lui réservait le général. Mes respects, mon général. Je vous prie de bien vouloir excuser mon retard. Vous en connaissez les raisons, n'est-ce pas? Eh bien, je ne sais par où commencer. Nous non plus, mon cher ami. Nous nous demandions justement lequel d'Auriol ou de vous avait mangé l'autre. Mon général, le président de la République vient de me proposer de former le gouvernement. Mais c'est passionnant. Racontez-nous ça. Naturellement, il n'est pas question pour moi d'accepter. Mais j'ai jugé habile de lui demander un délai de réflexion. Combien de temps m'a demandé Auriol? 2 jours, lui ai-je répondu. Il a bondi impossible. Nous avons marchandé, vous connaissez Auriol. Finalement, j'ai obtenu jusqu'à demain 6 heures pour rendre ma réponse. Ce qui me laisse une journée pour tenir l'opinion en haleine, occuper la radio, la une des journaux. Enfin bref, donner un peu de publicité à nos idées, quoi. Dites-moi, Soustel, vous m'avez l'air bien content de vous. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi. Je vous demande pardon, mon général. Croyez-vous que ce soit pour vous permettre de faire le pan que j'ai créé ce mouvement? Tous les mêmes. Il suffit de dérouler un tapis rouge devant vos pieds pour que vous marchiez dessus, sans même savoir dans quelle direction il vous mène. Mon général, je ne comprends pas. Vous avez fait perdre du temps à la France. Et cela, c'est inadmissible. Qu'en saura-t-elle, la France, de votre ripatouillage? J'ai rédigé un brouillon de communiqué. Lisez-le. Il n'est pas tout à fait au point. Voyons, l'ai-je fourré? C'est pas ça, là. Ah oui, merci.
La loi électorale a amené à l'Assemblée nationale une majorité dont des voix autorisées nous ont dit qu'elle était la seule possible. Mais un doute subsiste. Existe-t-elle encore ou n'existe-t-elle plus? Je parle de la majorité, je ne sais pas si c'est clair, enfin bon. C'est aux leaders des différents éléments qui ont composé jusqu'à présent cette majorité. Leader, je peux mettre un autre mot, je peux mettre chef ou dirigeant. C'est aux leaders des différents éléments qui ont composé jusqu'à présent cette majorité qu'il appartient de procéder aux enquêtes et aux épreuves nécessaires. Voilà. Mais c'est idiot. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, messieurs, au revoir. Eh bien, Guichard, vous l'avez vu? Pas fiero, l'animal. Soustelle vous est fidèle, mon général. Sentimentalement, il m'est fidèle. Mais politiquement, il me trahit. Et puis quoi? Soustelle a des responsabilités qu'il les assume. À la fin des fins, est-il capable de présider le groupe parlementaire, oui ou non? S'il ne l'est pas, il faut le foutre à la porte. Tout Soustelle qu'il est. Ce serait ouvrir une crise au sein même du RPF, mon général. Voulez-vous que je vous dise, Guichard? Vous commencez à m'emmerder, tous autant que vous êtes, avec votre RPF. Les revers électoraux et les difficultés financières consacrèrent l'échec du RPF et sa mise en sommeil. La perspective d'un retour au pouvoir devenait chaque jour plus improbable. Heureusement, la rédaction de ses mémoires, dont il n'était pas loin d'achever le premier tome, l'occupait quotidiennement. Au souvenir des rudes épreuves du temps de guerre, oubliait-il la médiocrité des heures présentes et l'évocation de ses joutes oratoires avec Churchill compensait-elle la pauvre réplique que lui opposaient ses adversaires du moment? Mais les plus belles images de France que cette semaine nous dévoile, ce sont celles de l'accueil de la Provence au chef de tous les Français. Marseille. Ici, tout de suite, à l'arrivée à la gare Saint-Charles, c'est l'ovation. Après le premier salut officiel, c'est la descente... Beaucoup la foule. Beaucoup applaudissements. Qui de toute leur voix acclament le chef, qui de tout leur cœur et de toutes leurs âmes ressentent cette impression émouvante de connaître enfin un chef qu'ils veulent suivre et qu'ils peuvent aimer. Beaucoup criaient « Vive le maréchal !» Écoute, De Gaulle. Maréchal, nous voilà, avec toi, la sauveur de la France. Vous comprenez, De Gaulle? Vive Pétain. J'entends 10 personnes crier « Vive De Gaulle !» S'il n'en était pas ainsi, que diable ferais-je en Angleterre? Oui. Pardonnez-moi, Charles, mais je me demande si vous n'avez pas oublié que nous avons des invités pour le déjeuner. Des invités. Je vous prie de m'excuser, cela m'était sorti de l'esprit. De qui s'agit-il? Monsieur Desrémaux et sa femme, les sœurs Fouchard, Monseigneur Boutefeu et nos anciens voisins, les Saint-Hilaire. Mais c'est du Labiche. Que dis-je du Jules Sandeau? Le gendre de Monsieur Poirier. Voilà qui vous fait dégringoler les sommets, à vitesse grand V. Vous m'avez dit, faites une charrette, qu'on en finisse une bonne fois, je vous ai obéi. Au-delà de toute mesure. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir convié également ce bon notaire de Bar-sur-Aube, qui rêve depuis toujours de déjeuner à notre table? Nous en serions débarrassés. Maître Langlois, non, vous n'y pensez pas, Charles, il est divorcé. Yvonne, le pape lui-même reçoit en audience des hommes, et même parfois, me suis-je laissé dire, des femmes divorcées. Je le déplore. Vous êtes très collé monté, Yvonne.
Qu'est-ce qui fait que vous n'avez jamais eu à souffrir de ma conduite? En effet, Yvonne. En effet. Peut-être regrettez-vous, parfois. Que devrais-je regretter? Trop de mesure, trop de sagesse. Bon, je le sais bien, allez. Je suis un vrai bonnet de nuit. Non, c'est pas comme ces femmes-là. Ma chère, n'ayez aucune crainte, votre table sera débarrassée à l'heure dite. C'est bien ce qui m'a valu l'honneur de votre visite, n'est-ce pas? Mais regardez-moi ces coupes, Philomène. On dirait qu'elles n'ont pas été lavées après avoir servi à Noël. Pourtant, madame... Enfin, voyez vous-même, je ne rêve pas. Emportez-les à la cuisine et passez-les à l'eau tiède et au savon. Bien, madame. Vous aviez besoin de quelque chose, Charles? Tenez, Yvonne, je vous ai cueilli ces quelques violettes. Mais, mon ami... Je suppose que le moment est mal choisi pour vous le dire, alors que vous avez le souci de vos invités. Mais je voudrais que vous sachiez que vous êtes... et pour toujours... ma petite femme chérie. Voilà. Eh bien maintenant, je vais choisir un peu de vin pour nos estimables convives. Et puis un jour de ce printemps 54, le général dit à ses proches « Ça y est, j'en ai fini ». Le premier tome des Mémoires de guerre était achevé. Il se refermait sur l'évocation de cette réunion à l'Albert Hall de Londres le 18 juin 1942, où 10 000 Français vinrent célébrer l'anniversaire de l'appel à la résistance lancé 2 ans plus tôt par Charles de Gaulle. Ce que pensent en France les garçons de mon âge. Il y a une petite histoire très courte qui résume bien la situation. Je vais vous la raconter. C'était pendant une leçon d'histoire. Le professeur demande aux élèves: quelle est la devise du maréchal Pétain? Grand silence. Tout à coup, les doigts claquent. Un garçon se lève et dit: honneur et patrie, voici la France libre. Vive la France, vive le général de Gaulle. Les acclamations se sont tues, la réunion a pris fin, chacun retourne à sa tâche. Me voilà seul, en face de moi-même. Beaucoup déjà m'ont rejoint, d'autres viendront, j'en suis sûr. Maintenant j'entends la France me répondre. Au fond de l'abîme, elle se relève, elle marche, elle gravit la pente. Ah mère, tels que nous sommes, nous voilà, pour vous servir. Alors, cher ami, cela vous va-t-il? Mon général... Est-ce publiable? Après tout, c'est vous l'homme de l'art. Sans doute. Ici ou là, aurais-je aimé... basse curiosité, j'en conviens. Même un zeste d'esprit, comment dire, un midinette. Oui, parfois j'aurais aimé savoir ce que vous éprouviez, ce que l'homme de Gaulle éprouvait à tel ou tel instant, face à des épreuves aussi dramatiques, à des choix aussi rudes. Et voyons, Malraux. Ce fut épouvantable. Et j'ajoute que les années que je traite ici, de 1940 à 1942, ne furent pas nécessairement les plus terribles, car alors Churchill et Roosevelt ne croyaient pas en moi. Mais dès qu'ils ont compris que j'étais réellement la France,
et que rien de valable ne pourrait s'accomplir en dehors de moi. Ils m'ont combattu avec acharnement. Oui, cher ami, ce fut épouvantable. Épouvantable. Soldiers and sailors, it is not known whether the French African Army will contest our landing. But all resistance, by whomever offered, must be destroyed. However, when any of the French soldiers seek to surrender, you will accept it and treat them with the respect due a brave opponent and future allies. Remember, the French are not Nazis or Japs. Dans la nuit du 7 au 8 novembre 1942, les Alliés débarquent en Afrique du Nord. De Gaulle n'a pas été consulté, ni même averti de cette opération. Billotte, qu'est-ce qui vous prend? Vous tenez absolument à me démolir cette sonnette? Mon général, les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord. Les premiers soldats américains ont pris pied à Sidi Ferruche cette nuit vers 3 heures. Ils l'ont fait. Sans notre participation, sans notre accord. Sans même avoir la politesse de nous prévenir. Entrez, Billotte, mettez-vous à l'abri, vous allez nous faire un bon rhume. Ils sont entrés chez nous comme des malfrats. Je vais vous dire une bonne chose, Billotte. J'espère que les gens de Vichy vont les jeter à la mer. On ne pénètre pas en France par effraction. Roosevelt refuse. Roosevelt refuse absolument. Je dis, ce n'est pas bon. It's very unfair, pas juste. Mais Roosevelt s'en fichait complètement. Non, 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 non. Pas question que je mette de Gaulle au courant. Et moi, que veux-tu que je fisse? Allons, depuis des mois, vous cherchez, avec M. Roosevelt, le moyen de contourner de Gaulle. C'est-à-dire, appelons les choses par leur nom. De l'éliminer. N'est-ce pas vous qui avez sorti de votre chapeau le général Giraud? N'est-ce pas l'un de vos sous-marins qui l'a transporté de France à Gibraltar? Je vous assure, de Gaulle, c'est un hasard. Un pur hasard. J'en conclus que le hasard prend ses ordres à Washington. Giraud est un grand soldat. Sans doute. Mais tout de suite après son évasion, Giraud s'étant pressé de jurer solennellement au maréchal qu'il n'entreprendrait rien qui puisse contrarier sa politique de collaboration avec l'Allemagne. Alors naturellement, il est permis à tout le monde de changer d'avis. Et même de rompre un serment. Mais reconnaissez que c'est une bien curieuse stratégie de choisir pour servir sa cause un homme qui a formellement approuvé les idées qu'on prétend combattre. De Gaulle, n'obstaclez pas la guerre. Vous avez été avec nous quand le ciel était pluvieux. Vous serez avec nous quand le soleil sera radieux. Remarquez bien, si j'avais été à la place de M. Roosevelt, il y a fort à parier que j'aurais agi exactement de la même manière. On m'assure qu'il n'est que méfiance et aversion à mon égard. Parfois, je veux bien, mais personne ne me fera croire qu'un homme de cette dimension, à la tête de la première nation de la planète, se laisserait dominer par des considérations aussi dérisoires. Je suis un pion dans son jeu. Lui, il en joue comme il lui plaît. Mais ce qu'il ignore, ou refuse d'admettre, c'est qu'il est un pion dans le mien. De Gaulle le gêne, De Gaulle l'irrite. Il enverrait bien De Gaulle à tous les diables. Mais De Gaulle est là, ferme, à son poste, et bien décidé à n'en pas bouger. Mais, mon général, qu'allez-vous dire ce soir à la radio? Je soutiendrai sans restriction l'action des Alliés. Et j'inviterai nos compatriotes d'Afrique du Nord à s'y rallier. Tout de même, mon général, n'allez-vous pas marquer quelques réserves? Exprimer votre mécontentement? Allons, croyez-vous qu'on mène les hommes avec des soupirs? Voyez-vous, Palevski, si du mal naissait le mal et si du bien naissait le bien,
les choses iraient d'elles-mêmes. Et le gouvernement des hommes et des nations serait affaire de bons sentiments. Un curé de campagne y suffirait. Seulement voilà, d'un mal peut naître un bien, et d'une vilainie la belle et bonne issue à ce qui, l'instant d'avant, semblait inextricable. Oh, j'entends d'ici fuser les épithètes. Cynisme, duplicité, machiavélisme. Mais qu'attendent les peuples de ceux qui prétendent les diriger? Qu'ils assument sans faiblir ces décisions iniques, ces troubles combinaisons, ces actes déconcertants par lesquels s'accomplissent les grands desseins. Le reste, Paluski. Ce sont propos d'enfants de cœur, scrupules de dame patronesse. Ce soir-là, à la BBC, De Gaulle, dans une allocution radiodiffusée, défendait fermement l'initiative des Alliés, celle-là même qu'il avait si vigoureusement critiquée le matin. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en adjure. Ne vous souciez pas des noms ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie. Fin janvier 1943, une conférence est convoquée au Maroc, à Anfa, dans les environs de Casablanca, réunissant Roosevelt, Churchill, le général Giraud et De Gaulle. Les Américains entourent le président Roosevelt d'un dispositif de sécurité impressionnant et, avant même l'arrivée de Gaulle, attribuent au général Giraud le rôle d'interlocuteur privilégié. Atterrissant à Casablanca le 22 janvier, le général est accueilli par des personnalités de second plan. Aucune troupe pour rendre les honneurs et le drapeau américain flottant sur un terrain d'aviation situé en territoire français. Mon général, je vous souhaite la bienvenue au Maroc au nom du président des États-Unis. Général, la France est chez elle au Maroc et s'enorgueillit d'accueillir sur son territoire le président des États-Unis. Vous souvenez-vous, mon général, que nous avons été autrefois camarades à l'école de guerre en 1922? William Wilbur. Je m'en souviens parfaitement. Alors comme ça, Wilbur, vous voilà de retour en France. Vous y plaisez-vous? Et vous, monsieur, au nom de qui me souhaitez-vous la bienvenue chez moi? Général, Monsieur Churchill m'a chargé de vous transmettre ses meilleures salutations. Je l'en remercie. Et je me réjouis de pouvoir rendre au peuple britannique un peu de la généreuse hospitalité qu'il m'accorde depuis 3 ans. Colonel de Linares, mes respects, mon général. Le général Giraud serait heureux de vous recevoir pour déjeuner à sa résidence, en compagnie de ces messieurs, naturellement. C'est fort aimable de sa part, mais dites-moi, colonel, manque-t-on à ce point de tissu au Maroc qu'il ait fallu récupérer le blanc, le rouge et le bleu de notre drapeau pour en faire un drapeau américain? Les circonstances, mon général... Eh oui, ces tristes circonstances qui font suite aux douloureux événements, eux-mêmes issus d'un fâcheux hasard et d'une malheureuse conjoncture. Je sais, Linares, je sais. Pas de drapeau français, pas de soldats venus rendre les honneurs. Maudite circonstance.
Bonjour, Gaulle. Mes respects, mon général. Messieurs, pendant que ces messieurs font connaissance, nous pourrions nous retirer un instant et procéder à un premier échange de vues. Qu'en pensez-vous, Gaulle? Je suis à votre disposition, mon général. Après vous, Gaulle. Pardonnez-moi, mon général, mais j'aimerais savoir une fois pour toutes comment vous m'appelez. Comment je vous appelle? Mais parbleu, je vous appelle Gaulle. Gaulle. L'usage que je sache est de dire La Rochefoucauld ou Bourbon-Parme, et non point de La Rochefoucauld ou de Bourbon-Parme. Sans doute, mon général, mais vous savez, ma famille est de bien petite noblesse, et à tout prendre, je préfère que vous m'appeliez de Gaulle, puisqu'aussi bien c'est mon nom. Que diriez-vous, mon général, si je vous appelais Ro? Je n'aimerais pas du tout cela. Au fait, pourquoi Ro? Décidément, vous n'avez pas les idées de tout le monde, de Gaulle. En tout cas, pas les vôtres, mon général. Comment? Je vous ai proposé 4 fois de nous voir, et c'est dans cette enceinte, gardée par des soldats étrangers, quasiment captifs, qu'il me faut vous rencontrer? Que voulez-vous? Je n'ai pas pu faire autrement. Voilà. Et puis de Gaulle, c'est la guerre. Nous avons été vaincus, n'oubliez pas. Alors maintenant, il faut songer à sortir de la panade coûte que coûte. J'y songe, mon général. J'y songe depuis juin 40. Oui, je vous aurais bien rejoint alors, mais... Voilà, je n'étais pas libre. Ayant été fait prisonnier au début des opérations, le 19 mai, 25 mois de captivité. Vous avez entendu parler de mon évasion? Je vous raconterai. Oui, c'est assez... assez poilant. Allons, de Gaulle. Nous sommes soldats l'un et l'autre. Et en tant que soldats, nous trouvons toujours le moyen de nous entendre. Non. Voyez-vous, moi, je ne fais pas de politique. Je n'écoute jamais personne qui prétende m'exposer une opinion, une théorie. Je ne lis aucun journal, je n'ouvre jamais la radio. Alors, vous voyez bien, il n'est pas difficile d'être d'accord avec moi, puisque je le suis avec tout le monde. Y compris avec le maréchal Pétain. Pétain a évité le pire. Voilà mon opinion. Il a épargné à la France des souffrances inutiles. Il a composé habilement avec l'ennemi sans jamais faillir à l'honneur. La bourrasque passée, les passions apaisées, le pays lui en sera reconnaissant. Je vous en fiche mon billet. Le reste, c'est de la politique. Et je vous l'ai dit, je ne fais pas de politique. Si je vous comprends bien, mon général, votre fidélité au maréchal, fidélité dont je n'approuve, est-il besoin de le préciser? Ni les attendus, ni les conséquences ne vous détournent pas du combat pour la libération de notre pays. Mais voyons, de Gaulle, ça, c'est pas de la politique. Nous délogerons les boches de la France et de l'Empire avec le soutien de nos alliés américains en qui j'ai toute confiance. D'ailleurs, la question de Pétain, j'ai été bien aise de le constater, est tout à fait secondaire aux yeux de M. Roosevelt. Je dirais même qu'il demande qu'à s'entendre avec le maréchal. Il m'avait semblé comprendre cela, en effet. Somme toute, que proposez-vous, mon général? Eh bien, voyez-vous, je pense à une sorte de triumvirat. Oui, quelque chose dans ce goût-là. Je serai premier consul, vous second. Naturellement, il conviendrait de vous nommer général d'armée pour qu'il y ait équivalence, n'est-ce pas? Quid du 3e consul? M. Churchill semble tenir à son VMI, le général George. Ma foi, pourquoi pas? Si ça peut lui faire plaisir, je ne vois pas d'inconvénient. Quant au président Roosevelt, il est tout à fait enchanté par cette formule. D'autant plus enchanté qu'il en a eu l'idée. C'est exact, mais qu'importe. Si je demande l'heure à M. Roosevelt et qu'il me dit qu'il est midi, je ne vais tout de même pas le contester sous prétexte que c'est lui qui l'affirme. Et le peuple dans tout cela? Le peuple? Quel peuple? Bonaparte, premier consul, avait l'approbation, pour ainsi dire, unanime du peuple. Il avait remporté de grandes victoires, conquis de vastes provinces. J'espère de toute mon âme que vous en ferez autant dans l'avenir, mon général. Mais pour l'instant, quels sont vos triomphes? D'où tiendrez-vous cette adhésion populaire sans laquelle il n'est pas de gouvernement qui vaille? Je vous vois venir, de Gaulle. Vous cherchez à m'entraîner sur le terrain politique, mais vous ne m'aurez pas. Je ne fais pas de politique. Combien de fois faudra-t-il vous le dire? Pas de politique. Si vous m'obstaclez, je vous liquiderai, de Gaulle. Eh bien, soit, je disparaîtrai.
Mais au moins le ferai-je dans l'honneur. When you meet Mr. Roosevelt tomorrow, you will see that he and I are in total agreement over this question. Monsieur Churchill dit que vous rencontrerez demain Monsieur Roosevelt et que vous pourrez constater que sur cette question, il existe une certaine identité de vue entre lui-même et le président des États-Unis. Ah, une certaine identité de vue. Total agreement. Une solidarité, une complète solidarité. Dites à Monsieur Churchill que j'ai la plus haute considération pour lui-même et pour Monsieur Roosevelt, mais que je ne leur reconnais aucune sorte de qualité pour procéder à des nominations dans l'Empire français. C'est une affaire très grave et qui remet en question la coopération entre la France et ses alliés anglo-américains. Entre le général de Gaulle et ses alliés anglo-américains. I am France. Non! Vous dites que vous êtes la France? Vous n'êtes pas la France! Je ne vous reconnaîtrai pas comme la France! Si je ne suis pas la France, pourquoi discutez-vous avec moi? If I'm not France, why are you arguing with me? In politics, one has to give the general public drama. Le lendemain, l'entretien entre De Gaulle et le président Roosevelt se déroula dans une atmosphère de cordialité factice, le président américain s'adressant au général français avec cette prudence bienveillante qu'on réserve généralement aux jeunes enfants ou aux personnes mentalement fragiles. La nouvelle de votre rencontre avec le général Giraud, au sein d'une conférence où je me trouve, ainsi que Churchill, produirait tout son effet dramatique s'il était accompagné d'un communiqué commun des chefs français. Il y aura un communiqué, Monsieur le Président, je vous en donne ma parole. Mais ce communiqué ne saurait être le vôtre. Of course, de Gaulle. I understand that you won't wish to write your own speech. Selon le témoignage d'un proche conseiller de Roosevelt, la méfiance des Américains envers De Gaulle était telle qu'ils avaient pris la précaution de disposer des hommes en armes tout autour du salon, redoutant apparemment que le Français, dans un geste de folie meurtrière, ne se jetât sur leur président. Would you at least be willing to be photographed next to the British Prime Minister and myself, with General Giraud? Accepteriez-vous tout au moins d'être photographié à mes côtés et aux côtés du Premier ministre britannique, en même temps que le général Giraud? Bien volontiers, j'ai beaucoup d'estime pour ce grand soldat. Of course, I have a lot of great esteem for this great soldier. Would you be willing to shake General Giraud's hand in our presence, in front of the camera? Iriez-vous jusqu'à serrer la main du général Giraud en notre présence et devant l'objectif? I shall do that for you. How could you ever say that you do not speak English? On expédia d'Alger par avion une cohorte de journalistes, de photographes et de caméramens. On installa 4 fauteuils dans le jardin et la comédie débuta. Churchill, dans ses mémoires, écrit qu'on ne peut regarder sans rire les images qui fixent cet événement, même en le replaçant dans le cadre de cette époque tragique. Roosevelt aux anges, Churchill grognon, De Gaulle affichant un ennui étudié, Giraud ayant l'air de dire « Ne vous dérangez pas pour moi, je ne fais que passer ». Oui, ces images prêtent à rire, à moins qu'elles ne suscitent la perplexité et la gêne. Que voulez-vous? Roosevelt était convaincu que la France était durablement passée au rang de puissance secondaire. Dès lors, pourquoi se préoccuper de l'opinion des Français? Une nation, leur histoire, leurs frontières, ils s'en souciaient comme d'une guigne. Il y avait beaucoup plus de différence à ses yeux entre le Maryland et le Wisconsin qu'entre la France et l'Allemagne. Vous savez, Roosevelt avait de grands projets pour l'Europe. Tailler dans les États, les rabouter à sa façon ne l'aurait pas gêné un instant, si nous l'avions laissé faire. Par exemple, je sais de façon certaine qu'il envisageait la création d'un pays de son invention, baptisé la Wallonie, constitué par la Belgique francophone, le Luxembourg, l'Alsace-Lorraine, et un gros bout, du nord de la France. Voilà pourquoi il a si longtemps refusé de me reconnaître. Car s'il l'avait fait, c'est bel et bien la France qui l'aurait reconnu. Et cela n'entrait pas dans ses buts.
Oh, mais pas du tout. Au fond, mon seul rival international, c'est Tintin. Je suis le petit qui n'a pas peur des gros. Ouais. Mais quel effort gigantesque. Quelle souffrance quotidienne. J'ai gardé de ces années le souvenir d'une immense fatigue. Fatigue qui ne m'a plus quitté depuis. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui, plus que jamais. Quand on a gagné une fois, ce n'est plus amusant de gagner à nouveau. Gagner pour les autres, oui, bon, à la rigueur. S'il advenait quelque événement, si mon action pouvait influencer tant soit peu le cours des choses. Tu vas où comme ça? À Tifelfel. Qu'est-ce que tu vas faire à Tifelfel? Je suis le nouvel instituteur. Et ils t'ont envoyé à Tifelfel tes chefs. Tu avais fait une bêtise. Non, c'est moi qui ai demandé à enseigner dans le bled. Et comme personne ne voulait y aller... Bien sûr, personne ne voulait aller à Tifelfel. À Tifelfel, il n'y a que des chèvres. Des chèvres et des ânes. C'est pas les ânes qui manquent à Tifelfel. Tu pourras toujours leur apprendre à lire. عليك طلع بلاطه يمين شمال قدام نور حل عليك شو مزيان خليك بلاصتك ما خفتيش خليك انت هو بالحاج صدوق القائد ديال مشونيش. واه انا هو. واش راك تحب مني؟ انت صاحب فرانسيس. انا صاحب الناس كاملين. انت ماشي صاحب الشعب الجزائري. انت خاين. تتعاون مع الفرنسيس على قبل الفلوس. واش راك تقول؟ انا عمرني ما كنت خاين. نو توقف. زيد رواح. زيد هود. ما تكونش مهور. عرفتي لا قتلتيني. الفرنسيس غادي تبعك فين ما كنتي. قبدوك. واش غتربح في الاخر والو. اسكت رواح هود. رواح. زري زري رواح زري. On va pas laisser faire ça. Blondie! اش غنديرو دابا دروك؟ ها؟ اش غنديرو؟ بعد رواح! كمل رواح! انت بالخف رواح! يلا ديما بالخف! رواح! Ce jour-là, 30 attentats eurent lieu simultanément sur tout le territoire algérien, faisant 8 morts et 4 blessés. Ainsi commença la guerre d'Algérie. Elle devait s'achever 8 ans plus tard avec la signature des accords d'Évian, conclus sous l'autorité d'un certain Charles de Gaulle, devenu entre-temps chef de l'État. Bonjour, mon général. Bonjour, Guichard. Bien, mon général, ces événements vont peut-être enfin vous donner l'occasion d'agir. De quoi diable me parlez-vous? Mais des attentats qui viennent de se produire en Algérie. Pourquoi voudriez-vous que je m'en mêle? Quelqu'un m'a demandé mon avis?
Cette république perdra tout. Non seulement l'Algérie, mais aussi l'Alsace, la Corse, la Bretagne. Il n'y a que l'Auvergne que nous arriverons peut-être à conserver. Pour la bonne raison qu'elle n'intéresse personne. Hormis les Auvergnats. Tout de même, mon général, vous avez certainement une opinion sur l'avenir de l'Algérie. Sans doute, mais je me garderais bien de la donner. Pourtant, si vous interveniez maintenant tout de suite, si vous disiez clairement voilà ce qu'en pense le général de Gaulle, bien des erreurs pourraient être évitées. Quelle blague, ça ne servirait à rien du tout. On ne peut pas faire du de Gaulle sans de Gaulle. La France n'est pas gaulliste, à quoi bon insister? Personne ne veut de moi, je ne vais tout de même pas m'imposer. Je ne vois pas la liste des audiences. La voici, mon général. 15 heures, Monsieur Gaëtan Chaudard, président du comité français pour l'exportation de la banane de Martinique. « 16h15, Monsieur Léon Plumet, animateur d'une association d'entraide mutuelle au Puy-en-Velay. Quelquefois, Guichard, je me demande où vous allez chercher tous ces gens. Est-il vraiment indispensable que je m'entretienne avec eux? Indispensable, je ne saurais l'affirmer. Nous avons jugé qu'il était bon que vous gardiez le contact avec les milieux socio-économiques, les forces vives, les relais d'opinion. Entendu, Guichard, nous recevrons avec toute la considération qu'il leur est due messieurs Chaudard et Plumet. Force vive et relais d'opinion. Comment aurais-je pu lui avouer que Chaudard et Plumet, c'était encore ce que j'avais trouvé de plus présentable pour étoffer ma liste d'audience, qui se réduit comme peau de chagrin depuis quelques mois. Président du comité français pour l'exportation de la banane de Martinique. Ça ne s'invente pas, quand il bien pu trouver à se raconter. Le général était enchanté. À l'issue de l'entretien, il a tenu à raccompagner personnellement son visiteur au bas des marches. Et tandis qu'il remontait l'escalier, il m'a dit « Ce Chaudard est un excellent Français, je vous remercie de me l'avoir fait connaître. » Charles de Gaulle, un homme qui a traité d'égal à égal avec Roosevelt, Staline et Churchill. Réduit à discuter banane avec M. Gontran Chaudard. Gaëtan. Gaëtan Gontran, pathétique. Je lui ai proposé d'espacer un peu ses visites à Paris, car entre nous, pour ce qu'il a à y faire, j'ai vu comme une lueur d'affolement dans ses yeux. Guichard, vous n'y pensez pas, imaginez que quelque chose se produise. Une fois par semaine, le déjeuner des barons réunissait les notables du gaullisme dans un restaurant bien fréquenté proche de la place de l'Étoile. Les Chaban-Delmas, Debré, Guichard, Malraux, Focard, Soustelle analysaient la situation politique, échangeaient des informations, échafaudaient des stratégies. En cette fin de l'année 1954, le climat était des plus moroses. La machine tourne à vide, un moulin à café sans grain à moudre. Je vous dis, un homme vieilli. Une sorte d'obstination sénile, des irritations soudaines. Il n'a aucune confiance dans ce régime, je le comprends. Où le bas blesse, c'est quand il rejette catégoriquement tout ce qui pourrait ressembler, de près, de loin, à... disons... enfin... Un coup d'État. Dites-le, Debré, nous sommes entre amis. On dirait que vous allez prononcer un gros mot. On prononce chamento. Voyons, messieurs, je vous entends disserter. Vieilli, le général, fini, coupé de l'opinion. Mais y en a-t-il un seul autour de cette table qui serait prêt à l'abandonner? Jamais. Alors je considère que cette discussion est sans objet. La fidélité ne se divise pas. Si au moins on savait ce qu'il veut. Ce qu'il veut, Soustelle, le pouvoir. En doutiez-vous? Un pouvoir dont il ne rend compte à personne, sinon à la France et à Dieu. Bien que, opposé à Charles de Gaulle, Dieu lui-même pourrait éprouver quelques difficultés à faire prévaloir son point de vue. En avril 1956 a lieu une grande première dans l'histoire de la télévision. Pierre Sabag se rend à l'hôtel Matignon pour interviewer le chef du gouvernement, le socialiste Guy Mollet, dans un style décontracté, alors totalement inédit. Monsieur, je suis un peu essoufflé parce que je crains d'être en retard. Je désirais voir le président du Conseil. Vous aviez rendez-vous, monsieur? Bien entendu, monsieur. Veuillez passer au salon. Merci. Guy Mollet avait été élu en janvier sur un programme favorable à un accord de paix en Algérie. Pourtant, début février, à la suite d'une visite mouvementée à Alger, il déclarait « La France doit rester en Algérie, elle y restera ».
Je vous remercie. Monsieur le Président, tout d'abord, je tiens à vous remercier de bien avoir voulu recevoir le spectateur français que je suis, car je représente ici l'ensemble des spectateurs français. Si vous pouvez me dire qui sont... Nous serons mieux pour bavarder. Je vous en prie. Monsieur le Président, il y a là sur votre cheminée une photographie. Et cette photographie, j'imagine que c'est la photographie de Madame Mollet, votre mère. C'est la photographie de ma mère. Maman reste à Flers où je suis né, et lui vit avec ma sœur et mon beau-frère. Vous savez, on a chacun le culte de ses parents, mais le pupille de la nation que je suis a évidemment encore plus le culte de sa mère. Je lui dois beaucoup. On l'a rassuré, si M. Guy Mollet aime sa maman. Nul doute qu'il soit qualifié pour diriger la France. Maintenant, Monsieur le Président, sur le plan politique, puis-je me permettre encore une indiscrétion? Jusqu'à présent, elle n'était pas méchante. Là, je vais peut-être aller un peu loin. Je vais aborder le plan politique dans l'indiscrétion. Essayez. On pourrait se demander... Est-ce que vous êtes fumé? Merci, non. On pourrait se demander pourquoi un président du Conseil socialiste, qui a un gouvernement parti socialiste, ne cherche pas à donner à l'Algérie l'indépendance. Voyez-vous, nous les socialistes, ce qui nous intéresse, c'est la liberté de chaque individu. Permettez-moi de reprendre votre mot, l'indépendance de chaque individu. Et nous n'avons pas l'impression que si l'on donne l'indépendance à tels féodaux, qui vont ensuite rendre dépendants les individus sous leurs ordres, nous aurons travaillé pour l'indépendance des individus. Voyez-vous, au slogan « indépendance de l'Algérie » que l'on lance souvent d'ailleurs par démagogie, je répondrai volontiers « indépendance des Algériens ». Indépendance de chaque individu algérien. Comment dirait-on? On peut remplacer le mot indépendance alors par le mot liberté. Ah, je préfère de beaucoup. De beaucoup. Seulement voilà, n'en déplaise à M. Guy Mollet, c'est l'indépendance que veulent les Algériens, la liberté. Il leur faudra 10, 30, 50 ans pour la réclamer. La liberté, c'est un problème de riches, pas de crève-la-faim. Guy Mollet. En voilà un qui n'aura pas mis 3 mois pour retourner sa veste. Je conçois qu'il n'est guère agréable de se faire conspuer par la foule et bombarder à coups de tomates comme il l'a été à Alger, mais enfin tout de même. Votre Soustelle, il me semble, n'a pas été bien brillant non plus. Lui aussi a retourné sa veste, comme vous dites. Mon Soustelle, comme si c'était moi qui l'avais envoyé là-bas. Croyez-vous que j'aurais commis la stupidité de choisir un pétochard de première pour tenir tête à ces braillards? Quand Soustelle entre dans mon bureau, j'ai tout de suite envie de lui prêter ma colonne vertébrale. Si Soustelle était un pétochard, pourquoi l'aviez-vous pris pour diriger votre RPF? Yvonne, cessez de me casser les oreilles. Votre Soustelle, votre RPF. D'abord, le RPF n'existe plus depuis belle lurette, si tant est qu'il n'ait jamais été autre chose qu'une illusion. Et puis, je ne peux tout de même pas empêcher les agitateurs de s'agiter et les comploteurs de comploter. Leur ai-je demandé quelque chose à ces gens-là? Certains silences valent approbation. Enfin, Yvonne, qu'avez-vous à me tarabuster aujourd'hui? Il faut bien de temps à autre que quelqu'un vous tienne tête. Là, je suis là avec mon petit tricot, personne ne fait attention à moi. Vous connaissez la chanson, hein? Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote, je suis idiote. Moi, je tricote dans un coin, je suis idiote et je ne sais rien. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas mes petites idées. Yvonne, votre petit tricot, vos petites idées? Yvonne, enfin... Tant que je ne dis pas à mon petit homme, estimez-vous heureux. Yvonne? Qui est-il? Venez. Enfin, que diable, Yvonne? Yvonne. Yvonne. L'Algérie est une boîte à scorpions. Je les connais, moi, ces pieds noirs. Des zigotos, des matamors. Avec 3 mots bien creux et 2 verres d'anisette, on les met dans sa poche. Mes antennes m'avertissent. Il ne se passera plus longtemps avant qu'on vienne me chercher. Baptisée pacification ou maintien de l'ordre, la guerre s'intensifie en Algérie. Bientôt, ce sont 400 000 hommes qui sont mobilisés sur le terrain.
Le conflit s'enlise, la France, mise en accusation devant l'ONU, voit sa position internationale s'affaiblir. Il ne faut pas tuer les hirondelles. En novembre 1957, un radical, Félix Gaillard, prend la tête du gouvernement. Jacques Chaban-Delmas devient ministre de la Défense nationale. Avec prudence et minutie, ce baron gaulliste, et non des moindres, va exploiter habilement les avantages que lui procure sa fonction pour hâter le retour au pouvoir du général. C'est ainsi que, quelques semaines plus tard, Léon Delbecq, fidèle parmi les fidèles, excellent organisateur, se retrouve dans le bureau du nouveau ministre et se voit confier une mission dont il va s'acquitter au-delà de toute espérance. L'Algérie est une poudrière. Il me faut quelqu'un pour surveiller l'armée, comme le lait sur le feu. C'est très spécial, les réactions d'un militaire. C'est imprévisible. D'autant plus qu'il y a tous ces cons qui s'agitent. Les vichistes, les cagoulards, les ligues, les anciens combattants, les pinardiers de la Mitidja, les étudiants en droit, les cafetiers de Bab el-Oued. Tout le monde est absolument convaincu que ça va péter un jour ou l'autre. Mais voilà. Quand? Dans un mois? Dans un an? Comme dit Bérénice. Bérénice? Rassure-toi, Léon, ce n'est pas un nom de code. Racine. Bérénice. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Bref, ça va péter. C'est une affaire entendue. Mais qui va récupérer la mise? Chaque faction joue gros jeu, les enchères montent, mais à la fin, il y aura un seul gagnant. Et quelquefois, c'est le dernier arrivé qui rafle le pot. Celui qui tente sa chance au passage et jette négligemment quelques plaques sur le tapis. Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu vas créer à Alger une antenne de la Défense nationale chargée officiellement de me renseigner sur l'état de l'opinion. Tu prendras contact avec tout ce qui s'agite là-bas. Les plus honnêtes, il y en a. Les plus crapuleux, il ne manque pas. Et les jobards, qui sont la majorité. Tu passeras des alliances tactiques, tu négocieras des compromis, tu exciteras les rivalités, tu neutraliseras les ambitieux et tu favoriseras les médiocres. Enfin quoi, Léon, tu feras de la politique. Et comme chacun s'agite et s'égosille, mais que personne n'est capable d'aligner deux idées à la file, tel que je te connais, tu auras vite fait de rouler tout ce petit monde dans la farine. La difficulté, comprends-tu, c'est qu'il faut à la fois faire monter la pression, tout en restant maître des événements. Préparer l'explosion, mais